Bienvenue dans cette vidéo explicative qui va vous permettre de découvrir comment je complète les modèles me permettant de créer mes plans d'action, mais également des erreurs à éviter, les erreurs fréquentes que je peux rencontrer régulièrement auprès des personnes que je mentor ou auprès des personnes qui suivent mes formations. Pour la petite introduction, je m'appelle Julien Guegnat, j'ai créé l'organisologie. Je suis l'auteur du livre 2 heures chrono pour mieux m'organiser et ça fait 2 ans que je bosse sur l'organisologie à temps plein, donc c'est mon business. Voilà. Sans plus attendre, on va commencer par la question suivante, c'est quoi un plan d'action? Alors, plutôt que de vous expliquer et de vous donner une définition qui sort tout droit de Wikipédia, je vais vous donner une image. Un plan d'action, c'est une carte sur laquelle est indiqué votre objectif à réaliser, ainsi que les étapes intermédiaires vous permettant d'atteindre ce plan d'action. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan d'action, c'est quoi? C'est avant tout un plan, mais ce n'est pas la réalité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, la carte n'est pas le territoire. Okay, la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que vous avez beau passer beaucoup de temps à créer votre plan d'action, vous aurez de toute façon des imprévus. Il y a de toute façon quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu et c'est OK. C'est pour ça que l'on va prendre de la réserve, de la marge de sécurité aux différentes étapes qui vous éloignent, qui vous séparent de votre objectif. Donc vous êtes ici et vous souhaitez aller ici. OK? Ça peut être un plan d'action pour un projet personnel, ça peut être un plan d'action pour votre business, ça peut être un plan d'action pour votre équipe si vous êtes un manager. Parce qu'un plan d'action peut s'adapter à plusieurs contextes, je suis obligé de rester plus ou moins généraliste. Ok? Ici, j'ai noté plusieurs chemins possibles. Ok, vous avez ce chemin ici, vous avez ce chemin-là. Ce sont des variantes. Des variantes que vous allez prendre en fonction des ressources que vous avez, en fonction des opportunités qui se trouvent dans votre contexte et en fonction des menaces qui se trouvent dans votre contexte. Mais c'est également des chemins que vous allez prendre en fonction des compétences, donc de vos forces et de vos faiblesses personnelles, individuelles, mais également de votre équipe si vous avez une équipe à gérer. Okay? Donc ça, c'était pour vous donner une vue globale de ce qu'est un plan d'action. Alors évidemment, après, on va utiliser des termes qui sont plus techniques, comme par exemple des sous-objectifs, des indicateurs, des ressources, des moyens, des jalons. On pourrait même parler du chemin critique. Ça, je vais le garder pour l'instant de côté parce que j'ai vraiment envie de rester simple pour l'instant. Donc, admettons que vous soyez une équipe, vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe de 3 personnes et puis vous vous trouvez sur une carte au point A et vous souhaitez rejoindre le point B. Okay. Et entre le point A et le point B, il y a un axe temporel idéal de 10 jours. Donc vous aimeriez bien atteindre le point B en 10 jours. Donc ça, c'est votre échéance. Okay. Et donc en fait, en 10 jours, vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir créer des camps, plusieurs camps. Okay. Vous allez devoir passer la nuit. Vous allez devoir prendre plusieurs chemins, prendre des décisions. Okay. Et vous, dans votre équipe, finalement, vous allez prendre plutôt ce chemin ici, qui se trouve ici. Okay, donc le chemin qui se trouve au nord. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau, admettons, et qu'il y a une personne dans votre équipe qui sait pêcher, par exemple. Okay. Et donc, en fonction des différentes actions à prendre tout au long de ce chemin, les personnes qui composent votre équipe vont être attribuées à certaines tâches, ou des tâches vont être attribuées à certaines personnes de votre équipe en fonction de quoi? En fonction de leurs compétences. Okay. Donc, peut-être que vous avez Jean, Marcel, puis Sylvie, par exemple. Ils doivent faire ce chemin ensemble. Okay. Et par exemple, Jean, c'est un bon négociateur. Okay. Marcel, c'est un bon pêcheur. Et Sylvie, elle est bonne à la carte, par exemple. Donc, pour se diriger dans la carte. Donc ici, on va prendre ce chemin et c'est Marcel qui va aller pêcher pendant que Jean et Sylvie sont en train de monter le camp. Okay. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape ici. Et peut-être qu'ici, il y a Jean qui va devoir négocier pour pouvoir faire du stop gratuitement et aller plus vite sur cette dernière étape. Donc ça, c'est une petite histoire comme ça que j'invente rapidement pour vous montrer, pour donner une image à ces plans d'action qui sont en général froids, qui sont en général chiants à mourir, qui ne sont pas forcément sexy. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque humain a des biais cognitifs, donc je vais faire un peu de place. Donc des biais cognitifs.
Donc un biais cognitif, c'est quoi? C'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Ok. Et je vais vous donner ceux qui arrivent régulièrement. Alors, en tant qu'humain, nous avons énormément de biais cognitifs et la première étape est de se rendre à l'évidence, nous ne sommes pas objectifs, nous serons tout le temps influencés par nos émotions, par les biais cognitifs, par notre humeur, par notre énergie, par est-ce qu'on a eu une bonne nuit de sommeil ou pas lorsqu'on va prendre des décisions, etc. Ok. Plus vite vous allez vous rendre compte de ça, plus vite vous allez pouvoir travailler là-dessus et donc petit à petit améliorer vos plans d'action. Plus vous allez créer des plans d'action, plus vous allez pouvoir vous apercevoir de vos propres biais cognitifs. Par exemple, je suis toujours trop court dans mes délais, par exemple. Ou alors, par exemple, un autre biais cognitif très fréquent qui est la théorie de l'engagement qui consiste à persévérer dans une voie. Par exemple, hein, vous avez le point A, point B, et vous dites, bon, bah, je persévère sur cette voie, même si ici je me rends compte que j'ai fait faux, plutôt que de changer de voie et de passer ici. Ok. Donc, plus vite vous allez vous rendre compte que plus vite vous rendez compte que vous n'êtes pas une personne objective, rationnelle, mais plutôt un être subjectif qui prend des décisions émotionnelles, et plus vite vous allez pouvoir prendre des décisions qui deviennent rationnelles. C'est paradoxal, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc il y a 3 biais que j'ai envie d'aborder avec vous. Il y a le biais de l'optimisme. Biais de l'optimisme, vous pouvez le voir auprès des fumeurs. Les fumeurs vous diront, ouais, je sais que fumer tue, mais je pense pas que je pense pas que je vais mourir du tabac. Je pense pas que ça va m'arriver à moi. Ok, c'est le biais de l'optimisme. Biais de l'optimisme, lorsqu'on crée un plan d'action, c'est de se dire que ça va bien se passer. Ok. En général, il y a toujours un moment donné où ça va pas bien se passer. Une bonne question à vous poser quand vous créez un plan d'action, c'est de prendre la distance par rapport à tout ce que vous avez écrit sur votre plan d'action et de vous dire, ok, où est-ce que ça va merder? Où est-ce que ça va merder et qu'est-ce que je peux faire pour me protéger contre ça? On peut se protéger en prenant des ressources de sécurité. On appelle ça de la marge de sécurité. Ou alors quoi? Ou alors, j'ai le nom. Ou alors un plan B. Voilà. Ok. Donc le biais de l'optimisme, c'est le premier biais dans lequel il faut faire très attention. Non, votre plan d'action ne va pas bien se passer. Ok. Et plus vous êtes OK avec cette idée, plus il se passera mieux. Enfin, mieux il se passera, mieux il se déroulera, mieux l'action, l'exécution se déroulera. Ok. En général, un plan d'action se déroule très mal lorsqu'on pense qu'il va bien se dérouler. Et un plan d'action se déroule très bien lorsqu'on pense qu'il ne va pas bien se dérouler. Ok. Ensuite, il y a le biais théorie de l'engagement. Un autre exemple, je vous en ai déjà donné un, mais en gros, c'est quand vous attendez par exemple un bus. Il a du retard, vous attendez 5 minutes. Ensuite, vous regardez votre montre, ça fait déjà 5 minutes qu'il n'est pas là. Et vous dites, ah merde, bon, maintenant j'ai attendu 5 minutes, je vais continuer d'attendre. Et plus vous attendez, plus vous avez investi des ressources et plus il est difficile de se désengager. Donc on le voit souvent dans les entreprises qui ne fonctionnent pas et malgré les signaux, l'entrepreneur ou le manager, hein, parce que là je parle d'entreprise, mais ça peut être un manager. Le manager, il est amoureux de son idée. Son ego est amoureux de son idée et n'a pas envie de se désengager. Donc qu'est-ce qu'on fait contre ça? À l'avance, avant de commencer à agir, avant de commencer à travailler, on se dit, OK, quels sont les signaux qui me feront revoir mon plan d'action, voire qui me feront abandonner cette idée, ce projet, etc. J'appelle ça les signaux d'éjection. Okay. Quand c'est comme un pilote de chasse qui va dire, OK, maintenant mon avion, il est à 1 km du sol, il fonce à pleine vitesse contre le sol, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais presser sur ce bouton pour m'éjecter. OK. Et je m'éjecte, plutôt que de crever. OK. Et ensuite, il y a un autre biais cognitif qui a été qui a été popularisé par Daniel Kahneman, un livre que je vous recommande qui est Système de pensée 1, Système de pensée 2, c'est Planning Fallacy. Le planning fallacy stipule que même quand on est conscient de ce biais cognitif, on a tendance à sous-estimer la durée d'une tâche. OK? Donc, vous ne pouvez pas vous protéger contre le planning fallacy, vu que même quand on est conscient du planning fallacy, on est soumis à ses effets. Par contre, on peut quand même réduire son effet en se disant, OK, par exemple, je prends une durée de 40% à chaque tâche, ce qui est clairement impossible si vous travaillez dans un monde, euh, on va dire dans une entreprise, vous aurez rarement la possibilité de faire ça. OK.
Mais il faut essayer de négocier pour avoir le plus de réserves possible. Ok. D'une manière générale, moins vous avez de concurrents, plus vous avez la possibilité d'imposer vos règles et plus vous avez la possibilité de travailler comme ça. Ok. Donc si vous n'avez jamais la possibilité de donner de la marge de sécurité, travaillez sur des plans B pour que le marché vous perçoive comme une personne indispensable. Ok. Moins il y a de concurrents, plus vous êtes vu comme la meilleure personne dans un certain domaine et plus vous avez la possibilité d'imposer vos règles. Ok. Donc si vous êtes si chaque fois vos échéances sont trop courtes et vous n'arrivez pas à imposer vos règles, travaillez sur des plans B, travaillez sur les compétences, travaillez sur des nouveaux produits. On pourrait en parler des heures, mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai envie de faire cette vidéo, de la faire la plus courte possible. On est déjà à plus de 10 minutes. Ok. Donc chaque humain a des biais. Maintenant, il y a des lois. Loi de Parkinson. Loi de Parkinson, ça stipule que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Si vous avez une tâche à réaliser, que vous lui donnez un responsable, mais que vous ne lui donnez pas de délai, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, la tâche va être soumise à la loi de Parkinson. Et l'inverse est également vrai. Par exemple, si vous avez une tâche que vous avez un responsable et que cette tâche est normalement réalisée en, on va dire, 2 heures, ça peut être 2 jours, peu importe, et que vous dites non, ce ne sera pas 2 heures, ce sera 1 heure, il y a de fortes chances que la personne réalise cette tâche en 1 heure. Évidemment, la qualité des fois sera moins bonne, mais vous pourrez également être surpris. Ok. Voilà. Et souvent, la qualité, c'est un petit mot, la qualité se loge dans l'œil du client. Et souvent, j'ai vu beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs faire de la surqualité que le client n'était pas prêt à payer. Donc, pourquoi faire de la qualité, pourquoi faire une qualité qui est réalisable en 2 heures, mais que la personne ne sera pas prêt à payer, alors que l'on pourrait très bien se satisfaire d'une qualité réalisable en 1 heure, que le client serait tout à fait euh, satisfait avec. Bon, j'arrive plus à parler, là je parle beaucoup en anglais ces temps, donc c'est pour ça que mon français il est un petit peu haché. Et ensuite, il y a une autre loi, la loi de Pareto, je pense que vous en avez entendu parler. Si vous cherchez sur mon site, vous trouverez un article qui traite du sujet en détail, mais en gros, 20% de nos actions apportent 80% de nos résultats. Maintenant, le challenge, c'est de trouver les 20% des actions. Donc, en fait, pour trouver les 20% des actions, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir réduire le temps. Donc, c'est ce que je viens d'aborder avec la loi de Parkinson, mais en réduisant le temps, vous allez réduire les actions que vous allez pouvoir réaliser au sein d'une tâche. Et donc, vous allez vous dire, OK, à mon avis, c'est cette tâche-là qui va apporter un maximum de résultats. Et qu'est-ce qui va vous permettre de savoir si vous faites juste ou faux? C'est le feedback. Donc, si un client est content en ayant passé beaucoup moins de temps sur une tâche, vous pouvez partir du principe que vous avez supprimé, dans ce contexte-là, avec ce client-là, les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, les tâches qui n'apportent pas beaucoup de résultats. OK? Voilà. On peut en parler des heures, mais encore une fois, l'idée ici c'est de vous donner une vue d'ensemble. Pourquoi? Parce qu'il existe une multitude de plans d'action. Maintenant, on va passer sur la création du plan d'action avant de switcher sur le modèle. Donc, je vais vous donner un modèle à remplir qui va vous donner une vue d'ensemble sur ce qu'est une base d'un plan d'action. Et puis après, on va glisser sur MeisterTask, qui est un logiciel qui va vous permettre de rendre plus vivant, plus attrayant votre plan d'action. Donc, un plan d'action, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout projet, il y a un triangle Q, C, D. Qualité, coût et délai. Ok. Ce triangle-là est valable pour le projet, mais également pour vos plans d'action, donc pour votre objectif. Allez, on va partir sur des objectifs, ce sera plus simple. Sinon, on va s'embrouiller avec les termes projet, objectif, etc. Mais objectif, ok, sous-objectif numéro 1, sous-objectif numéro 2, sous-objectif numéro 3. Mais également, si je prends ici le sous-objectif numéro 1, pour les tâches. Ok. Donc, qualité, coût, délai. Pour chaque objectif, vous avez une qualité attendue. Ok.
Par exemple, si votre objectif est de créer un repas avec vos amis, la qualité attendue, c'est que chacun ait suffisamment à manger et que personne ne chope une grosse diarrhée, par exemple. Ça, c'est la qualité attendue. Ok. Euh, Elon Musk qui balance une fusée qui part dans l'espace et qui se repose dans la mer sur une plateforme. La qualité attendue, c'est qu'elle n'explose pas en l'air et qu'elle se repose, qu'on puisse réutiliser la fusée. Donc évidemment, on ne parle pas de la même chose, hein, mais le concept demeure. On est d'accord? Par exemple, si j'écris un article, la qualité attendue, c'est quoi? C'est que la promesse qui se trouve dans le titre soit résolue dans le contenu. Par exemple, si je vous explique comment créer un plan d'action, l'idée c'est que la promesse soit attendue et que vous soyez en mesure de commencer à créer vos plans d'action. Parce qu'évidemment, vous allez devenir bon en commençant, en agissant, en passant à l'action. En passant à l'action. 20% d'analyse, 80% d'action. Ça, c'est un de mes motos. Ok. Donc, qualité. Ensuite, il y a les coûts. Dans les coûts, on a les coûts ressources humaines, on a les coûts en temps, enfin non, pas en temps, ça c'est dans les délais. Les coûts en énergie, qui est plus difficile à mesurer, mais également, surtout, les coûts en argent dans un système capitaliste. Ok. Là, pareil, chaque sous-objectif aura des coûts humains, des coûts en énergie, des coûts en argent. Mais on a aussi des coûts en compétences qui sont parfois plus difficiles à trouver que de l'argent, de l'énergie et des humains. Okay, les compétences sont parfois vraiment très difficiles. Et donc là, j'attire votre attention là-dessus, il faut faire gaffe. Okay, j'ai travaillé avec des entreprises qui avaient ça, mais qui n'avaient pas les compétences, qui n'avaient pas le savoir-faire. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on a les délais. Donc les délais, c'est typiquement les échéances. Okay, si je veux créer un repas avec mes amis pour le 25 décembre, par exemple, hein, ou le 26 décembre, Noël, ou le 1er janvier, peu importe, le 31 décembre, pardon, ben, il y a une échéance. Okay. Et en fait, si je fais de la place ici, on a ici le temps, on se trouve à 0, et dans par exemple 10 jours, on a un événement, et donc on va revenir en arrière, on va dire, ok, bon, il me faut quoi? Il me faut par exemple, je ne sais pas, un jour pour faire mes courses. Donc à 9 jours, je dois faire les courses. Ok, il me faut que je sache un jour avant le nombre de personnes qui s'inscrivent. Ok, et en fait, de cette manière-là, on arrive à se dire, ok, est-ce que je suis dans les temps, est-ce que je ne suis pas dans les temps. Ok. Et donc évidemment, à chaque étape, l'idée c'est de prendre la réserve. Pour lutter contre quoi? Planning fallacy, biais de l'optimisme, etc. Et donc l'idée c'est d'avoir de la réserve sur, donc je refais de la place, mais d'avoir de la réserve. Par exemple, si j'ai un projet qui va me prendre 10 jours, eh ben, je vais partir du principe que ce sera 8 jours. Et je vais mettre les conséquences ici. C'est ça qui est très important. On n'agit pas. Qu'est-ce qui nous fait agir par rapport à une deadline? Ce n'est pas la deadline, c'est les conséquences de la deadline. Okay? Conséquences de la deadline. Ça aussi, c'est super important de bien comprendre. Mais je ne vais pas trop en parler maintenant, mais c'est vraiment très important. Ce n'est pas une deadline qui nous fait agir, c'est les conséquences qui sont accrochées à cette deadline. Et ensuite, il y a des techniques pour avancer cette deadline. Typiquement, dans la construction, j'ai bossé dans la construction. Hein. À un moment donné, donc, il y avait des gros ouvrages qui duraient, par exemple, pour les CFF, donc la voirie suisse, les rails suisses, les gros ouvrages, par exemple, qui durent, je ne sais pas, 300 jours. À chaque jour, par exemple, à 300 jours, une voie doit être accessible pour les trains. Chaque jour qui passe et qui a dépassé ce délai, c'est par exemple 1 million d'amendes. Ça, c'est une punition. Ok? Et donc, c'est les conséquences qui vont nous faire agir. Ok? Et donc, vous, quand vous travaillez sur des projets, là, je parle plutôt au projet personnel, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir vous-même vous poser vos propres conséquences. Donc, par exemple, vous dire à 280 jours, si je n'ai pas fait ça, punition. On peut très bien aussi. L'humain agit sur le désir, mais également sur quoi? Sur la peur. Et pour moi, la peur fonctionne mieux. Et c'est un plus grand. On fuit avec plus de vigueur que ce que l'on approche.
Ok, je ne sais pas si ça vous paraît clair, mais en gros, on préfère éviter des choses douloureuses et on va plus facilement agir pour éviter des choses douloureuses que d'agir pour aller vers quelque chose de plus agréable. Ok, c'est comme ça qu'on est câblé. Ok. J'ai fait un article sur la procrastination si ça vous intéresse. Tapez sur Google arrêtez de procrastiner. Vous savez quoi, je vais vous le mettre sous la vidéo, c'est plus simple. Voilà. Donc ça c'est le QCD. Ok. Donc le triangle qualité coût délai. Qualité coût délai. En tant que chef de projet, quand vous avez une équipe, donc ça c'est des gens. Ok, on a Jean, Marcel, Sylvie. Vous allez devoir négocier. Vous allez devoir négocier avec votre équipe et vous allez devoir négocier avec le mandant. Le mandant, lui, va tout le temps essayer de tirer la couverture à lui. Vous allez devoir tirer la couverture vers votre équipe. Et ensuite, par rapport à votre équipe, tirer la couverture à vous pour que vous ayez une marge de manœuvre. Là, j'allais écrire réserve. Ok. Et donc, en fait, l'idée pour vous, c'est de très rapidement savoir, du côté du mandant, savoir, ok, quel est l'élément du triangle QCD qui n'est pas négociable? Ça peut être la qualité. Ok, il veut une qualité type et il ne veut pas discuter là-dessus. Donc à partir du moment où ça s'est fixé, il vous reste 2 points pour négocier. Soit vous augmentez les coûts, donc main-d'œuvre, plus de logiciels, enfin vous négociez les coûts, soit vous négociez sur les délais. Ok. Mais peut-être que lui, il est fixé sur les délais. Ok, il y a une deadline. La deadline, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour lui, le 22 septembre, par exemple, le produit doit être dehors. Donc, vous allez pouvoir négocier sur la qualité. On va créer un produit avec moins de caractéristiques, version 1, ou alors, encore une fois, augmenter les coûts. Okay. Ou alors, il est limité sur les coûts. Il a peut-être 1 million à sa disposition, mais pas plus. Donc, vous allez pouvoir négocier la qualité ou alors les délais. Okay. On va pouvoir faire quelque chose de cette qualité. Par contre, on ne va pas pouvoir tenir les délais parce qu'on va engager moins de personnes. Et donc, on va pouvoir respecter les coûts. Ok. Donc là, j'essaie de vous donner vraiment les bases. On va pas non plus, voilà, c'est un métier, ok. Créer un plan d'action, c'est un métier. Gestion de projet, c'est un métier. Mais là, je vous parle vraiment des bases, ok. Et puis ensuite, maintenant, un truc très important, c'est cette boucle itérative, PDCA, ok. Plan, do, check, act. Donc planifier, faire, vérifier, donc check, contrôler et puis ensuite améliorer, act. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devenir bon avec la pratique. Et donc, en fait, vos premiers plans d'action, ils ne seront pas terribles. Le piège, c'est de vous sentir prêt. Le piège, c'est de vous dire, OK, tout va fonctionner. Il faut que je sois sûr que tout fonctionne parce que ce n'est pas le cas. Donc, vous allez faire au mieux pour que le plan et la réalité suivent la même direction. Okay. Mais il y aura toujours un moment donné où la réalité va se détacher de vos plans. Okay. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est avec l'action que vous allez devenir bon. Okay. Donc maintenant que ça c'est dit, ce que je vous propose, c'est de passer, on va dire, de me suivre finalement et de voir, on va continuer la vidéo. Je vais prendre les modèles que je vous propose d'utiliser. Okay, je vais vous montrer comment je les remplis. Et si vous n'êtes pas inscrit, donc pour recevoir les modèles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous inscrire sous cette vidéo. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, par exemple, il y a un lien et ça va vous permettre ensuite de vous inscrire et de continuer cette vidéo et de découvrir les différents modèles que je vous propose d'utiliser. Donc, modèle de plan d'action individuel, modèle de plan d'action par équipe. Et on va réutiliser tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà, on se retrouve juste après. Donc, si vous êtes déjà inscrit, tant mieux. Il y a la vidéo qui se trouve juste sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas inscrit, alors cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description de cette vidéo. À tout de suite.